bonjour, bienvenue dans Point de Vue. Sans tarder, vous posez vos questions, vos commentaires, on les attend, on tentera d'y répondre avec une actualité sociale et politique qui ne faiblit pas. On verra avec les retraités qui battent le pavé aujourd'hui pour défendre leur pouvoir d'achat, avec la situation qui se tend autour de la réforme de la SNCF. Les syndicats diront ce soir ce qu'ils veulent faire. Ils parlent déjà de bras de fer et ce sera donc probablement l'annonce d'un mouvement de grève. Nous parlerons aussi de la possibilité d'un référendum sur la réforme constitutionnelle. Consulter les Français pour dépasser des blocages au Parlement. Est-ce une solution ou un piège pour Emmanuel Macron ? Enfin, nous entendrons le point de vue de nos invités sur une pétition qui a déjà recueilli 850 000 signatures dans l'Union européenne. Elle affirme vouloir lutter contre l'islamisme et ses financements. Ça s'appelle Stop Extremism et ça pose pas mal de questions. Bonjour Xavier Couture. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant principalement dans le domaine des médias. Oui. Vous travaillez aujourd'hui pour Imachette après avoir été directeur, entre autres, directeur général délégué chargé de la stratégie et des programmes à France Télévisions. Entre autres. Alors, on ne va pas tout dire. Non. Bonjour Laurent Bouvet. Bonjour. Vous êtes politologue universitaire, vous enseignez la théorie politique à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. En mars 2016, vous avez lancé le mouvement du Printemps républicain, mouvement destiné à promouvoir les valeurs de la laïcité de la République, et mouvement dont est aussi proche quelqu'un comme Manuel Valls, entre autres. Bonjour Sylvain Courage. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'Obs. L'Obs qui anticipe un peu sur la révision des lois bioéthiques cette semaine avec un sondage sur la procréation médicalement assistée, la GPA. Qui fait apparaître que les Français, finalement, sont majoritairement pour la PMA, pour la GPA aussi, à condition qu'elle traite la stérilité, et puis aussi la congélation d'ovocytes. Donc on voit sur tous les sujets une opinion qui a évolué, puis on a surtout fait le tour des nouvelles pratiques et de toutes ces histoires, parce qu'il y a beaucoup de Français qui se sont déjà lancés dans cette aventure de faire des enfants assistés par la Donc par il y a la aussi médecine. des témoignages. Et bonjour Alexis Brézé, bonjour Marie-Amélie. Directeur des rédactions du Figaro. Figaro qui fait sa manchette demain sur l'immigration et le... Non, pas du tout. C'est pas ça finalement. Demain, on a fait la SNCF. On fait le bras de fer autour de la SNCF, le statut des cheminots et tout ça. Tout à fait. Et le bras de fer. On a un intéressant sujet sur l'immigration et notamment l'expulsion des clandestins. Mais la manchette, c'est la SNCF. Qui dit qu'il va le faire mais qui n'y arrive pas. Mais non, la manchette c'est les cheminots. C'est ça. Eh bien, on va parler d'abord des retraités. Alors, le gouvernement les met-il trop à contribution ? On va voir ça. En tout cas, ils sont dans la rue cet après-midi pour protester contre l'augmentation de la CSG, avec le sentiment, à tort ou à raison, on le verra, d'être un peu les dindons de la farce. Ce qui n'est pour Emmanuel Macron pas bon, puisque les retraités, ces seniors, avaient voté assez massivement pour lui lors de la présidentielle. Du coup, le président, sentant venir le danger, essaye de faire de la pédagogie. Comme hier, il était près de Tours. Regardez, puis on en parle. Mais là, ce moment-là, vous nous avez vraiment pompé. Non, c'est pas vrai. Mais je vais vous expliquer. Les retraités, dites donc. Oui, mais je vais vous expliquer. On a travaillé toute notre vie. Mais vous avez travaillé toute votre vie pourquoi ? Pas pour avoir une retraite. Hein. Non. Si vous regardez le système français tel qu'on l'a, vous avez travaillé toute votre vie pour payer la retraite de vos aînés. C'est un système qui marche comme ça en France. C'est d'ailleurs notre force. On n'a pas un système privatisé. On ne finance pas sa retraite, on finance la retraite des aînés. Xavier Couture, il a le ton juste, Emmanuel Macron, dans cette séquence. Là, en l'occurrence, il a un ton qui est... Le ton est juste, le propos l'est moins. Et d'ailleurs, la tête des retraités montre bien que je ne suis pas sûr que le discours soit reçu comme il a envie qu'il le soit. La réalité, c'est qu'effectivement, sur ce sujet comme sur d'autres, il est rattrapé par une réalité financière, il doit faire le budget, il est aujourd'hui contraint, quelles que soient les cagnottes fiscales dont on parle, mais qui, je crois, vont servir à autre chose qu'aux retraités, il est contraint de revenir un peu en arrière sur un certain nombre de sujets où il avait, à mon avis, un tout petit peu trop promis. En plus, il y a, vis-à-vis des retraités, une certaine confusion dans ce qui avait été dit, puisque, encore une fois, la pensée présidentielle, qui est toujours complexe, n'est pas toujours tout à fait intelligible. Et sur ce sujet-là, particulièrement, je pense qu'il aurait mérité un peu plus d'explications et un peu plus de pédagogie. La difficulté, c'est pas que c'est un effet différé, c'est-à-dire que c'est compliqué d'expliquer aux gens, vous allez payer plus, et puis plus tard, peut-être, quand il y aura la suppression de la taxe d'habitation... La suppression de la taxe d'habitation, par définition, c'est malheureusement un effet poudre aux yeux, elle va arriver. Mais je pense qu'il ne peut pas avoir... On ne peut pas faire un cadeau en disant, tu sais, tu vas avoir ton cadeau dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, et puis à force, je te retire ça, puis un jour tu auras le cadeau. Je pense qu'en termes de communication, tout ça n'est pas très adroit. Alexis, sur ce point.
Je crois que ça serait assez injuste de reprocher, je ne suis pas pour cette mesure, mais je pense que ce serait injuste de reprocher à Macron d'avoir caché les choses. Il l'a dit. Pendant sa campagne, il a dit qu'il faut baisser les charges ce qui pèse sur les salaires, payés par ou les salariés ou les entreprises pour faciliter l'emploi et pour les jeunes, etc. Et du coup, on va les piquer dans la poche des retraités qui, après tout, ne se portent pas si mal. Leur pouvoir d'achat a augmenté. Bon. Ça, il l'a dit. Le problème, c'est que dans le flux de la campagne, les gens ne votent pas. Et puis tout à coup, ils subissent. Puis il y a le séquencement des annonces. Et lui, il leur dit, et c'est intéressant parce qu'il va dire, mais je vous l'ai dit, de quoi vous plaignez-vous, je fais ce que j'ai dit. Les gens disent, ouais, mais tu nous l'as dit, mais on n'est pas content. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué. C'est le dialogue de sourds. Et alors il dit, oui, mais il faut bien s'occuper des jeunes. Mais le retraité dit, mais je m'occupe de mes petits-enfants, mes enfants, je fais déjà des choses. Et donc c'est soit l'argument d'autorité, c'est je vous l'avais dit, circulez, soit l'argument un peu culpabilisant qui consiste à dire, vous ne pensez pas aux jeunes. Et dans les deux cas, ça passe pas. Il y a un troisième argument que vous n'avez qu'à pas voter. Ça, il va pas le dire. On va donner la parole à l'autre côté de la table. On va aussi voir des images. Là, il y avait des manifestations dans différentes villes de France. Je crois qu'on en a qui sont à Marseille. On va voir, les rangs ne sont pas non plus très nombreux parmi les manifestants. C'est sous la pluie, il fait mauvais à Marseille. Mais on voit aussi que c'est des banderoles syndicales. Donc les retraités, c'est aussi les organisations syndicales qui les appellent dans la rue. Laurent Bouvet. Oui, il y a une difficulté. C'est le discours d'Emmanuel Macron aux retraités est un discours assez courageux politiquement, quoi qu'on pense de la mesure. Mais parce que c'est un électorat important qui ne va pas diminuer dans les années qui viennent, et qui est un électorat qui vote par rapport à d'autres électorats qui votent moins, notamment quelques chiffres, les jeunes. Entre 14 et 16 millions de seniors, et ils ont voté à 11 millions et d'entre eux. Il y a un vote, il y a une participation plus forte chez les retraités. Donc, il y a un vrai risque. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que sur la question du pouvoir d'achat des retraités, avec l'augmentation de la CSG, les arguments sur on baisse les cotisations, etc., il y a une question qui se pose quand même dans les retraites. Enfin, il y a à mon avis, deux grandes questions. D'abord, les retraités n'ont pas de mobilité sociale. C'est-à-dire que quand on est retraité, on a sa retraite. Et il n'y a pas on va changer de job, on peut créer son entreprise, tout ça, c'est des choses qui ne rentrent pas dans un cadre qui est quand même globalement le grand discours du macronisme. C'est-à-dire aux jeunes, mobilité, on va créer les conditions. Ça ne marche pas pour les retraités. Donc il y a une angoisse par rapport à la diminution, disons, sèche du pouvoir d'achat qui se prolonge quand même avec, et c'est le deuxième élément important, la perspective quand même, on voit tout ce qu'on a dit ces dernières semaines sur les EHPAD, sur les établissements qui accueillent les personnes dépendantes, dont les personnels étaient aussi, les maisons de retraite, les maisons de retraite médicalisées. On voit bien, et chez les retraités aujourd'hui qui ont une soixantaine, 70 ans, etc., il y a une perspective quand même, avec l'augmentation de la durée de vie, etc., de perspectives qui ne sont pas évidentes parce que les retraites diminuent, il y a moins de mobilité, elles sont plus ponctionnées et il y a des coûts considérable. Oui, on l'a bien vu dans ces établissements. À la fois de dire on ne veut pas payer plus d'impôts et en même temps on demande à être bien soigné et bien entouré. Bien sûr, mais vous voyez, c'est compliqué. C'est toujours la difficulté par rapport à la question, à la politique fiscale, de l'individualisation. Quand on réfléchit évidemment à son niveau individuel, on voit ce qu'on perd sur sa retraite, on voit le coût avec les gens qu'on a autour de soi. Les débuts des retraités, c'est des gens qui peuvent avoir encore leurs parents dans les EHPAD, au grand âge, donc ils voient qu'il y a un coût considérable. Ils se voient, eux, dans une difficulté avec forcément leurs enfants qui n'ont pas forcément d'une situation économique qui va leur permettre aussi de contribuer. Donc tout ça est inquiétant. Si vous voulez, c'est une globalité qu'il faut voir quand cette dame et d'autres, ceux qui vont manifester, mais peu importe, interpellent le président de la République. Et je crois là qu'il y a à la fois un courage politique, ce que je disais au début, et en même temps, peut-être une certaine, on va dire, je dirais ça comme ça, tant pis, c'est un peu excessif, mais une certaine inconscience par rapport à ce schéma global sur qu'est-ce qu'on fait quand on vieillit dans notre société. La droite a commencé à effectivement mettre en avant l'argument Emmanuel Macron oppose les générations. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, il a voulu faire un transfert de pouvoir d'achat entre les inactifs et les actifs, entre la génération dorée, comme a dit un député de La République En Marche, c'est-à-dire des gens qui
quand même trouvé du travail assez facilement quand ils étaient jeunes, ont pu cotiser, ont une espérance de vie longue. Et il a voulu faire, sur le papier, et quand on regarde les choses d'un point de vue sociologique et démographique, ce qu'il a voulu faire correspond à ce que disent beaucoup d'experts. Simplement, il y a quand même tout un monde entre la vision macroéconomique, les grands agrégats, et puis la réalité vécue par les gens. Et c'est vrai que présenter la retraite comme un âge d'or, c'est pas non plus tout à fait juste, parce que voilà, c'est pas non plus rigolo. Il y a des problèmes de santé, des problèmes d'accueil quand on est dans le grand âge, et il faudrait qu'ils prennent la chose globalement. Mais c'est pour ça que moi je reviens à ce que je disais. Je pense qu'il y a une maladresse du dire. Je pense qu'effectivement tout ça a été dit pendant la campagne, tout ça a été relativement bien exprimé, et on peut admettre qu'il y ait un fondement économique qui soit tout à fait réel et qui correspond à sa propre conviction politique. Et je crois aussi à une conviction politique de ceux qui ont voté pour lui, y compris d'ailleurs les retraités qui, dans un premier temps, étaient pour. Le problème, c'est que je crois que ils peuvent s'en détourner assez vite, Alexis. Je pense que c'est le cas, là. Aujourd'hui, en tout cas, dans les sondages, on le voit, et dans les partiels, on le voit aussi. Jérôme Sainte-Marie, qui donnait une interview ce matin dans le journal, était plus en disant, en même temps, ils sont sur le reste, ils sont assez... Ils étaient traditionnellement... C'était un des ressorts du succès de Macron, c'est que les seniors, les retraités, qui étaient très majoritairement de droite, ont très largement basculé en faveur de Macron. Et là, on sent bien qu'il y a la décrue. On les voit dans les chiffres des sondages et on le voit dans les résultats des partiels. C'est vrai que pour Macron, qui a déjà cette espèce de sentiment contre lui qu'il est candidat des villes, des modernes, de la mondialisation... donc, en gros, de ceux qui réussissent, donc déjà le clivage géographique, ceux qui réussissent des villes contre ceux qui ne réussissent pas, ou moins bien dans les provinces et les campagnes. Si en plus il a ceux qui réussissent parce qu'ils sont jeunes contre ceux qui ne réussissent pas ou ne réussissent plus parce qu'ils sont vieux, c'est encore être du côté de ceux qui gagnent contre ceux qui ne gagnent pas. Et dire aux retraités, ce qui est vrai d'un point de vue économique, votre pouvoir d'achat est supérieur à celui des actifs. Et alors vont-ils dire qu'est-ce qu'on a c'est une raison pour nous en prendre, parce qu'à l'arrivée, il n'y en a quand même pas tant que ça. En fait, le pouvoir d'achat des retraités, aujourd'hui, est supérieur d'assez peu, de 6%. Il l'a été, mais il y a déjà eu beaucoup de mesures qui ont frappé les retraités depuis Sarkozy, Hollande. Ça fait des années que les gouvernements se disent là, il y a un peu à prendre. Sauf que là, on arrive à la limite, et d'ailleurs le corps dit de toute façon, d'ici 2020, ça va s'inverser. Donc là, il reste un petit avantage. Mais quand bien même il y aurait un avantage, les retraités disent, et alors, est-ce que c'est une raison ? Nous, on a travaillé. Et c'est vrai ce que dit Laurent Bouvet, c'est-à-dire que quand on leur dit, mais les jeunes sont moins bien payés que vous, ils disent, ben oui, mais nous, on a travaillé. Et puis un jeune, il a toujours l'espoir d'améliorer, parce qu'il aura un autre boulot, parce qu'il sera augmenté. Moi, je ne serai plus jamais augmenté de ma vie. Ce que j'ai, c'est pour toujours. Et si on me l'enlève, ça sera toujours moins. Et puis, on récupère pas. Il y a, là, ça demande évidemment des études plus fines, mais il y a des... On n'est pas le même retraité à 65 ans, à 85 ans, à 95 ans, et à 75 ans. Enfin, tout ça est quand même différent, parce que les retraités, aujourd'hui, qui rentrent dans la retraite, les baby-boomers, on peut se dire, globalement, ils ont profité, etc. Mais enfin, les dernières années, les 30 dernières années, même les baby-boomers ont subi la crise. Donc, il y a eu des ruptures de carrière. Les retraites ne sont pas forcément, ce que vous disiez sur le pouvoir d'achat, et alors elles peuvent ne pas être à trop plein, elles peuvent être moins fortes. On sait que le changement des calculs de retraite va intervenir. Donc, on voit bien qu'il y a une inquiétude quand même. Et à ce moment-là, sur l'inquiétude, on leur dit, bon, maintenant, il va falloir partager, parce qu'effectivement, les jeunes, et ça c'est vrai aussi, sont dans une situation difficile. Voilà. Donc, je vous donne quelques réactions. La nécessité de parler. Ça renvoie à la nécessité de parler, d'expliquer. Je pense pédagogie, on va le voir un instant. Petit défaut. Ça n'a pas été assez fait pendant la campagne. Je voudrais donner quelques réactions de nos internautes. Philippe qui a dit, j'ai 60 ans et dans 2 ans, je suis à la retraite et je crains que mes pensions soient gravement touchées. Julie, elle, s'interroge, et qu'en est-il du régime de retraite unique ? Est-ce une piste du gouvernement ? C'en est une, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. C'est le chantier pour 2019. De la rentrée, même du mois. Vous lancez, ils ont commencé à lancer une mission d'études, de réflexion confiée à Jean-Paul Delevoye. Ça va être un... Là aussi, c'est lourd de problèmes divers. Et de problèmes de répartition. Là, on est dans ce qu'on appelle une réforme plus structurelle, parce que là, c'est ce qu'on appelle techniquement les réformes paramétriques. On change un certain nombre d'éléments. Là, la réforme structurelle, c'est la retraite unique, et puis l'idée quand même que le mouvement d'idées, la perspective, disons, historique, politique dont vient Emmanuel Macron, c'est aussi la CFDT, etc., c'est aussi la retraite à la carte. Hein, et là, on est dans des réformes, on est dans des changements considérables qui pourraient passer. Alors, on n'est pas peut-être dans ce quinquennat-là. Hein, on termine là-dessus. Je vous donne juste la réponse de nos internautes à la question Twitter. Vous êtes 69% à estimer que le gouvernement met trop à contribution les retraités.
Et on écoute, juste pour terminer, c'est dans le même ordre d'idée que ce qu'on disait, Christophe Castaner, délégué général d'En Marche. Il était ce matin l'invité de France Info. La réalité, c'est que cette décision qui a comme vocation de faire augmenter les salaires de tous les salariés du privé de France, 21 millions de Français qui vont connaître une augmentation de leur pouvoir d'achat, cette décision, elle n'était pas cachée, elle était annoncée par le président de la République pendant la campagne électorale. Nous l'avons portée et nous savions qu'elle était impopulaire, mais elle est juste parce qu'elle fait porter l'effort, notamment sur les questions de santé, sur l'ensemble des revenus. Et une petite partie des Français sont retraités et sont dans la grosse moitié qui ont connu cette augmentation. Sylvain Courage, l'argument, on fait ce qu'on dit et tout ça, il est vraiment un peu usé jusqu'à la corde maintenant ? Oui, enfin, sur le fond, il est juste, là. Mais, encore une fois, l'expliquer, le dire, c'est une chose. Le faire comprendre et que les gens l'acceptent, c'en est une autre. On est dans ce dialogue de sourds. Je crois qu'il y a quelque chose de très vrai dans le fait de dire les Français reprochent aux hommes politiques de ne pas faire ce qu'ils disent. Mais les Français ne sont pas masochistes. Quand les Français reprochent aux hommes politiques de ne pas faire ce qu'ils disent, ils reprochent de ne pas faire les choses dont ils ont envie, pas les choses dont ils n'ont pas envie. Donc quand la chose qui n'a pas envie se produit, les gens ne sont pas contents. C'est pas parce que le gars l'a dit plus ou moins clairement d'ailleurs qui disent ah bah ouais tu l'as dit, je suis content. On applaudit des humains. C'est aussi le revers du pragmatisme systématique de ce pouvoir politique-là, qui n'a pas de substrat idéologique très clair, qui n'est pas ni de droite ni de gauche, d'ailleurs il revendique. Donc il n'y a pas un substrat idéologique très puissant qui permette de faire passer ce type de mesures dans un ensemble cohérent qui disent je porte la société vers. Du coup, les Français s'attendent à ce que ce soit pragmatique et pas pragmatique à leur avantage, quelle que soit la décision. Là, il se trouve que ça ne l'est pas, donc c'est un peu plus difficile à digérer. Alors, on va tenter de voir s'il y a un substrat idéologique à la réforme de la SNCF, sans doute aussi. Nous allons en parler. C'est la veillée d'armes dans chaque camp. Côté cheminots, les syndicats doivent annoncer ce soir, très probablement, donc un mouvement de grève. Il n'y a pas beaucoup de suspense de ce côté-là. Côté gouvernement, il répète que la réforme est nécessaire, inéluctable, et qu'il a l'approbation massive des Français, comme le montrent les sondages. C'est en tout cas le discours que tenait ce matin Elisabeth Borne, la ministre des Transports, qui était sur France Inter. Chacun, évidemment, le droit de grève est légitime dans le pays, mais le bon chemin, c'est de discuter des façons de répondre aux difficultés des Français qui prennent le train tous les jours, de discuter des questions que les cheminots se posent, de discuter de la façon dont on va préparer la SNCF pour qu'elle ait tous les atouts dans la concurrence de demain. J'ai l'impression qu'il y a deux trains, la métaphore est un peu facile, lancés à pleine vitesse l'un contre l'autre, et puis qu'on se demande lequel le premier va appuyer sur le frein ou l'accélérateur. Enfin, sur la réforme et le côté, là, chacun semble déterminé. En tout cas, c'est l'affichage. On est dans l'éternelle histoire des avantages acquis. Les cheminots, objectivement, alors on peut le considérer juste ou injuste, et de plus en plus de Français considèrent qu'il y en a tellement d'avantages que ça devient injuste. Mais enfin, ils ont un certain nombre d'avantages. Le gouvernement, pour remettre cette entreprise qui est surendettée, qui croule sous les dettes, qui est quand même à 2 doigts de la faillite, dit il faut revenir sur faire un certain nombre d'avantages, faire que les gens soient travaillent un peu plus. Et les cheminots ne veulent pas. Donc j'ai quand même le sentiment que le gouvernement est vraiment décidé à le faire et que l'opinion, alors bon, il faudra voir. Mais c'est vrai que quand on regarde les sondages par rapport à ce qui se passait il y a 10 ou 20 ans, on a quand même le sentiment que un certain nombre d'avantages ne sont plus acceptés parce que, par ailleurs, depuis, les avantages du privé ont été revus et qu'ensuite, l'insatisfaction vis-à-vis du service rendu par la SNCF est telle que les gens disent, bon, maintenant, ça va bien, il faut que ça change, il faut que ça se modernise, et bien donc, on va revenir sur le statut des cheminots. Vous parliez effectivement des sondages. Le dernier qu'on avait publié la semaine dernière, c'était 72% des sondés approuvent la fin du statut des cheminots. Alors, ça, c'est toujours avant. Après, ça se gâte un peu. Et alors, sur le climat par rapport à 95, c'était non, on n'arrivera pas à un même blocage qu'en 95 à 4% qui pensaient que ce n'était pas le même climat et qu'on n'arriverait pas donc à la même situation. Sylvain Courage, sur ce point, c'est effectivement la fin d'un monde, la SNCF, et ça finira par passer, ou ça peut ce qui a vraiment changé se tendre par rapport à 95, c'est qu'en 95, on se souvient qu'il y avait cette grève par procuration, ce soutien d'une majorité de l'opinion française aux grévistes cheminots, parce qu'il s'agissait de repousser la réforme des retraites. Et donc, il y avait un assentiment. Et apparemment,
apparemment, cette solidarité-là a disparu. Alors, ça pourrait changer. C'est ça aussi. Hein, oui. Il ne faut pas le dire trop vite. Je crois comme vous, mais enfin, alors, attention. Il y a une chose quand même par rapport à 95, et ça rejoint ce qu'on disait sur le sujet précédent, sur qu'est-ce qu'on dit pendant la campagne qu'on fait. Il faut se rappeler qu'en 95, Jacques Chirac fait campagne sur la fracture sociale au printemps, et au mois d'octobre, il y a un virage à 180 degrés, dont Juppé, Premier ministre, Alain Juppé, Premier ministre, et évidemment celui qui le porte devant le Parlement, assume devant l'opinion, et avec en plus le télescopage de 2 mesures sur la sécurité sociale et le changement de statut. Donc c'est un ensemble, et notamment parce qu'il y a un virage total par rapport à ce qui avait été annoncé pendant la campagne. Donc là, la mobilisation différentielle et la grève par procuration, même si il faut regarder de près toutes ces notions, ça vient de là. Là, ce qui aujourd'hui est, à mon avis, clé, enfin moi, quand je regardais les enquêtes, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais j'ai regardé ça quand même il y a quand même une dégradation considérable, pour le dire clairement, du service. Alors, est-ce que c'est lié, c'est là où ça je ne sais pas moi, mais est-ce que c'est lié au statut ? Est-ce qu'il y a trop d'avantages, etc. On peut discuter, certainement. Moi, je vois ce qui se dit. De façon un peu simpliste, on peut penser que l'argent qui est dépensé pour les cheminots, il n'est pas dépensé pour l'entretien des lignes et des rails. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? La manière dont sont gérées les bars dans les TGV, on a tous cette expérience avec un seul barista, maintenant, puisqu'il faut appeler ça barista, je ne sais pas quoi, qui est obligé qui ne peut pas faire 2 transactions en même temps parce qu'il est obligé de faire chauffer alors qu'on veut juste acheter un café. Enfin, c'est des choses... Je ne suis pas spécialiste d'organisation, tout ça, ce n'est pas mon métier, mais enfin, n'importe quel voyageur se rend compte qu'il y a les problèmes d'infrastructure, il y a la dette, il y a les problèmes... Donc on a l'impression qu'en fait, ce n'est pas simplement une réforme du statut des cheminots qu'il faudrait, c'est une remise à plat de ce lieu de mémoire qu'est la SNCF française. C'est ça la distance, c'est-à-dire qu'il faudrait une refonte totale, il faudrait un débat national, une sorte de grand projet, de discussion générale. Qu'est-ce qu'on veut comme société de chemin de fer ? D'une société dont on vient de fêter les 80 ans, qui date de la période du Front populaire, 38 en l'occurrence, et qui est un lieu de mémoire au sens de Pierre Nora, c'est-à-dire c'est un lieu de mémoire français, la SNCF, les gares, c'est les cheminots, c'est la bête humaine ensuite avec la version Gabin, voilà, c'est tout ça. Donc on a quand même, c'est le TGV, la fierté française aussi, technologique, etc. On n'est pas sur... une mesure de politique publique, de changement de statut de l'administration, etc. On n'est même pas sur ce qui s'est passé pour France Télécom, par exemple, vous voyez, en termes de changement de statut. On n'est pas là-dessus. On est sur quelque chose de beaucoup plus profond. Donc là... Xavier Couture, l'attachement des Français, il peut jouer à la SNCF Il va certainement jouer. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire sur la SNCF, c'est qu'on est dans l'héritage de 1938, héritage du Front, du Conseil national de la résistance, où la SNCF a joué un rôle majeur dans la prise de pouvoir, une certaine prise de pouvoir du monde syndical sur une partie de la société française, dans la grande naissance du paritarisme. Il n'y a que les communistes et nous, disait De Gaulle, enfin disaient les gaullistes à l'époque. On est aujourd'hui face à une entreprise qui a 3 chefs différents. L'État, un président, quand même, il y a une gouvernance à la SNCF, et les syndicats. Ça fait beaucoup pour gouverner le même train. Donc effectivement, ce n'est pas étonnant qu'il déraille un peu. Maintenant, quand on regarde de près le sujet, certes, le statut des cheminots doit être réformé, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'avantages qui aujourd'hui n'ont plus raison d'être, y compris d'ailleurs dans des primes spéciales dont j'ai oublié le nom, des primes poteaux, la prime de Scarbie et autres plaisanteries du genre. Néanmoins, la dette gigantesque de la SNCF, elle est liée non pas, enfin elle est liée pour partie à la rémunération des cheminots, pour partie, mais aussi à une erreur stratégique majeure sur le déploiement totalement fou d'un TGV qui était devenu l'alpha et l'oméga du train en France, qui nous a conduit à abandonner énormément d'autres lignes traversières qui, elles, étaient normalement équipées avec des trains, entre guillemets, de moins grande vitesse. Et les TGV qui sont devenus qui est devenu le train qui roulait à 120 km/h ou à 80 km/h, commandé à grands frais, est devenu l'un des facteurs d'endettement majeur de la SNCF depuis 20 ans. Alexis, sur ce point. Tout ça est absolument vrai. Il n'en reste pas moins que, quand on réfléchit à l'attitude de l'opinion face à ça, l'opinion, aujourd'hui on dit on supprime le statut. Mais attention, on ne supprime pas le statut pour les cheminots. C'est pour les futurs. Pour les futurs cheminots, ça veut dire... Oui.
Ça veut dire que tous les cheminots... Non, mais c'est-à-dire que ce n'est pas non plus la révolution. On ne dit pas... les cheminots... on ne peut pas faire du rétroactif non plus. Il y a des gens qui se sont engagés à la SNCF. On pourrait privatiser la SNCF, il n'y aurait plus l'emploi à vie. Mais même quand on l'a fait pour France Télécom, oui, mais Orange, beaucoup de Français, je pense qu'il y a l'agacement vis-à-vis de l'usager. Et puis après, quand on dit aux Français, l'emploi à vie, les garanties de progression salariale, les primes et les gratifications dont on parlait, les RTT qui vont quand même jusqu'à 28 ou 29 jours selon les professions, le statut social, le statut de santé, le statut des retraites. Alors celui-là, il sera peut-être revu. C'est énormément d'avantages que les cheminots actuels ne vont pas perdre. C'est les entrants qui, petit à petit, n'auront plus droit à tous ces avantages. C'est la manière aussi dont on fait une réforme. On ne peut pas, vous n'allez pas dire à des gens qui sont devenus cheminots aussi pour une perspective, une carrière, etc., de leur dire, maintenant c'est terminé. C'est que les retraités qui descendent dans la rue, c'est leur pouvoir d'achat actuel qui défendent. On va leur prendre de l'argent à la fin du mois. Là, les cheminots qui vont descendre dans la rue, c'est des principes qui défendent. Tout ça est vrai, mais quand on regarde la réforme qui a été menée tambour battant d'une entreprise qui s'appelle France Télécom, qui a réussi à se désendetter, qui a réussi à redéfinir sa stratégie. Il reste 60 000 fonctionnaires chez Orange aujourd'hui, qui sont des salariés qui ont gardé les avantages qu'ils avaient auparavant. Simplement, on ne peut pas exempter la SNCF, et je suis d'accord sur le fait qu'il faille absolument réformer le statut des cheminots, mais on ne peut pas exempter la SNCF d'erreurs stratégiques à répétition. Non, c'est pas que ça, c'est un élément, mais il faudrait moi je pense que c'est un enjeu qui dépasse bien la question de la politique ferroviaire. Sylvain Courage, je vous donne la parole et puis après on prend quelques réactions. Je veux juste rappeler que vous avez raison de dire que la SNCF est un lieu de mémoire, mais avant la SNCF, c'était des compagnies privées avec des concessions, le fameux plan Freycinet, l'équipement ferroviaire de la France, ça a été des capitaux privés et toutes ces compagnies ont fait faillite. Paris-Orléans, Paris-Lyon-Marseille. La manière d'analyser ce sujet n'est pas seulement d'opposer le public et le privé, parce que même le statut des cheminots, il a été défini par ces compagnies. Il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait privatiser. Il s'agit juste de dire que les usagers qui ont pris le TGV en Espagne depuis des années, ils voient que c'est 1000 fois plus confortable, que ça fait bien longtemps qu'ils ont la Wi-Fi, que les personnels d'accueil n'ont rien à voir avec nos cheminots. Donc ça veut dire que c'est des choses qu'on peut faire évoluer. Dans de très nombreux pays, vous prenez même en Asie, vous prenez des trains, etc. En revanche, vous le prenez aux États-Unis, c'est pas la même chose. La séparation du réseau, beaucoup de choses, et d'ailleurs c'est beaucoup plus l'État qui a été en faillite de stratégie que la société elle-même. Il faut bien. Oui, il y a ça aussi. Le président de la SNCF, il était effectivement souvent obligé de... Alors, parmi nos internautes, Sich qui s'interroge, cette réforme est-elle nécessaire pour l'Europe qui demande une ouverture sur la concurrence? C'est une question effectivement spécialiste, mais c'est vrai. Ensuite, Anne, toutes les réformes sont les bienvenues tant que les prix baissent. Aujourd'hui, on s'envole au Maroc pour moins cher que faire un Lille-Nice en train. Et Isométrique qui nous dit sur le Figaro.fr, la dette de la SNCF est le problème majeur avant le statut des cheminots, sa direction et les acquis sociaux. C'est vrai la remarque d'Anne, un billet d'avion maintenant, une compagnie low cost. Oui, enfin ça pose une question aussi. C'est un peu ce qu'on disait sur les retraités tout à l'heure, sur les établissements pour les personnes dépendantes. Quel service on veut et à quel coût? C'est ça le débat. C'est-à-dire que vous disiez, à fort juste titre, effectivement, on va payer plus de CSG, retraités, payer pour tout le monde, mais payer plus de CSG pour effectivement donner plus d'argent public, l'utiliser, etc. La question, c'est ce qu'on veut, parce que le low cost, dans le transport aérien, ça crée aussi... des difficultés pour un certain nombre de personnels. Ça crée aussi des questions, malgré tout, de sécurité qui se posent, etc. Et puis des conditions de voyage qui ne sont pas non plus optimales, parce que, si vous voulez... Donc, ça dépend ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, quand je regarde des exemples étrangers de trains propres, je prends un exemple que je connais par ailleurs, la Scandinavie, de trains propres, à l'heure, efficace, avec un service correct de restauration à la place, où vous avez un chariot, comme il y avait quand je prenais le train avant, comme tout le monde. Bon, et vous vous dites, comment ça va? Et vous ne payez pas beaucoup plus cher, enfin même moins cher, enfin ça dépend, peu importe, mais que la SNCF. Donc c'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que si c'est pour faire baisser encore la qualité du service, comme dans le low cost aérien, et
voyageur de Paris-Nice en low cost pendant 10 ans qui vous dit ça sur l'avion, sur EasyJet, etc., pour ne pas citer de marque, je peux vous dire que vous n'avez pas envie que le service baisse encore davantage. Donc il faut faire attention aussi à ces éléments. Hein. Je crois que... En tout cas, ce que je constate, c'est que la SNCF fait toujours beaucoup parler. Il est difficile de vous arrêter sur ce sujet. On va quand même aborder celui de la révision constitutionnelle et de la question, est-ce que Emmanuel Macron doit passer par le référendum ? Le Premier ministre, lui, a terminé ses consultations sur le sujet hier en recevant le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Mais devant un possible blocage du Sénat, Emmanuel Macron est tenté d'en appeler au peuple et donc de passer par la voie du référendum, avec le risque que le moment venu, les Français ne répondent pas exactement à la question posée. L'opposition, elle, sait bien que ça peut se transformer en piège, mais elle ne le dit pas encore ouvertement. On écoute Damien Abad, vice-président des Républicains. Il était hier sur la chaîne parlementaire. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous ne prenons plus le référendum comme une menace. La vérité aujourd'hui, c'est que si le président de la République veut utiliser le référendum, eh bien nous lui disons chiche. Parce que la question qui sera posée, elle concernera finalement la question de la fracture des territoires. Elle concernera la politique d'Emmanuel Macron en tant que telle. Et vous savez, nous sommes tous pour la diminution du nombre de parlementaires. Donc le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est de savoir quelle République nous voulons, quelles institutions nous voulons. Aujourd'hui, les institutions de la République sont une stabilité en France. Alexis, elle le pousse à la faute, là, Emmanuel Macron, l'opposition, en lui disant... C'est compliqué. C'est complexe, cette histoire, parce que, d'abord, avant de se dire ce qui l'intéresse, est-ce qu'il peut faire un référendum et sur quelle partie de texte il peut faire référendum ? La diminution du nombre de parlementaires, il n'y a pas besoin de députés, il n'y a pas besoin de référendum, il n'y a même pas besoin de l'accord du Sénat. Donc il peut, notamment à l'Assemblée, décider de diminuer le nombre de députés. La proportionnelle, c'est une loi simple, il n'y a pas besoin de référendum, il n'y a même pas besoin du Sénat, il peut décider la proportionnelle dès lors qu'il l'applique à l'Assemblée. S'il devait l'appliquer, mais elle l'est déjà appliquée au Sénat, et d'ailleurs le Sénat en est très content, donc s'agissant de l'Assemblée, il y a énormément d'éléments de cette réforme institutionnelle qui n'ont pas besoin de passer par une révision de la Constitution. Après, il y a des éléments qui bloquent au Sénat et qui ne peuvent pas passer par référendum. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une réforme constitutionnelle par référendum, c'est ce qu'on appelle l'article 11, de Gaulle l'a fait une fois, tout le monde sait, y compris à Matignon-Élysée, que ça ne se fait plus aujourd'hui, le Conseil constitutionnel ne laisserait pas faire. Il faut dire à nos téléspectateurs, c'est la révision de la Constitution. C'est l'article 89. Ce n'est pas le référendum de l'article 11. Il y a des référendums. On a le droit de faire des réformes institutionnelles par référendum, par des réformes constitutionnelles. Et là, on tombe pile poil dans le point qui est le plus délicat, qui est l'histoire des 3 mandats successifs. Oui. Le Sénat n'en veut pas. Et ça, pour le coup, si on veut notamment l'appliquer au Sénat, il faut bien l'accord du Sénat. Donc, la question est, est-ce qu'on peut faire un référendum là-dessus ? Si c'est constitutionnel, non. Le gouvernement soutient, et après tout, ça peut se soutenir, moi je n'en sais rien, que c'est une loi organique. Si c'est une loi organique, on peut faire un référendum. Et à ce moment-là, il pourrait le faire passer par référendum. Et donc là, on entre dans la question politique, c'est s'il fait un référendum sur une partie de sa réforme, il ne fera pas tout. Est-ce que les gens répondent à la question ou est-ce qu'ils disent on va se payer Macron ? Voilà. Ça, c'est un référendum pour ou contre le président. Réponse avant, on n'en sait rien. C'est toujours après qu'on découvre que les gens, souvent, ne répondent pas à la question. Mais il n'en reste pas moins que les questions sont des questions qui sont populaires. C'est-à-dire demander aux gens, est-ce que vous voulez moins de parlementaires, qui fassent moins de mandats, qui soient moins payés et qu'on leur tape sur la tête ? Un point là-dessus, c'est pas sur la question du référendum, ça, tout a été dit parfaitement par Alexis Brézé, donc pas de problème. Non, c'est sur les Français sont tout à fait d'accord. En fait, les Français, effectivement, quand on leur demande est-ce qu'il faut moins de parlementaires, oui. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent moins de mandats, oui. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent des mandats moins longtemps, oui. Ils veulent, il y a une sorte d'anti-parlementarisme, anti-politique. Après, c'est comme la qualité du service dont on parlait avant. Finalement, dans les EHPAD, c'est un fil rouge. La qualité du service politique. Le problème après, c'est qu'il y a un défaut quand il n'y a plus, on le voit avec le non-cumul, il y a un défaut quand il n'y a plus les liens et quand il n'y a plus les moyens d'action, etc., des parlementaires, des élus. On voit bien que là, il y a une difficulté et que ces Français qui sont pour réduire, parce qu'ils pensent que les parlementaires gagnent 15 000 euros par mois, des visions totalement délirantes de tout cela. Une fois qu'on les amène vers un parlementaire qui n'a pas les moyens de travailler sur le terrain,
un élu qui n'a pas assez de collaborateurs, un élu qui n'a pas assez de moyens, avec les histoires de transparence dont on va vérifier tous les frais pour savoir s'il a mangé avec un tel. On limite le rôle, et les parlementaires sont allés dans ce sens-là, peut-être par démagogie certains, notamment c'était le cas de la gauche, et on a limité, on a fait le non-cumul, etc. On se limite, les parlementaires se limitent, ils n'ont pas besoin de l'exécutif pour limiter leur pouvoir, ils s'auto-limitent, ils se mettent dans des coins, si vous voulez, dans des entonnoirs, et ils se retrouvent après en difficulté en disant « le rôle du Parlement est diminué », etc. Là, peut-être qu'il y aurait aussi moyen pour les parlementaires de se saisir d'un certain nombre de choses et de demander un statut nouveau, différent, et ça pourrait faire l'objet d'un beau débat public et éventuellement peut-être d'un référendum. C'est le but de la C'est en principe le but. Mais parlementaires, de leur redonner des moyens supplémentaires. Attendons de voir. Oui. Et alors, Sylvain Courage ? Effectivement, il faut que les parlementaires en profitent pour essayer d'améliorer leurs conditions de travail, leur pouvoir de contrôle du gouvernement, leur constituer vraiment un cabinet autour d'eux. Pour l'instant, on veut leur limiter le nombre d'amendements qu'ils peuvent déposer. C'est un peu paradoxal, mais bon, c'est quand même curieux. On est quand même dans une on en parle moins depuis quelques jours. Ils se sont aperçus que c'était une provocation, cette affaire-là. On a dit que c'était un chiffre rouge agité pour faire passer le reste. Mais je pense que la situation est très dangereuse pour Macron, parce qu'on l'entend à travers le parlementaire d'opposition qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils disent très bien qu'il y aille, et même sur un détail de son projet de réforme, ils peuvent ramener tous les sujets qui fâchent. Pour la droite, ce serait une occasion rêvée. Et donc, même si finalement le référendum était adopté, ça pourrait provoquer un débat qui affaiblirait énormément l'exécutif. Je pense qu'on est dans un régime parlementaire qui ne l'est plus, avec un régime semi-présidentiel qui s'est extraordinairement présidentialisé avec Macron, et qui débouche sur quand même un constat qui est que la réforme, que l'on peut comprendre, constitutionnelle, qui vise à avoir moins de parlementaires, s'accompagne du fait que la représentation parlementaire, en tout cas à l'Assemblée nationale, se fait sans les partis traditionnels. C'est-à-dire qu'on a ce double problème qui est que, certes, les députés de la République En Marche sont tout à fait respectables, mais enfin, on a à peu près nettoyé ce qui était à droite et ce qui était à gauche au profit de ce grand corps tout à fait sympathique, mais dont on n'a encore pas très bien compris quel était le corpus idéologique, je le disais tout à l'heure. Donc, organiser cette réforme constitutionnelle en même temps, si j'ose dire, pour paraphraser quelqu'un, ça me paraît relativement dangereux. Et effectivement, et là on l'a bien vu au travers de ce que dit le vice-président Abad, c'est que pour eux c'est absolument pain béni, c'est un moyen de faire réexister les partis politiques. Et probablement, à leurs yeux, la possibilité de transformer ce référendum, comme tous les référendums, en plébiscite. S'il y a dedans quelques détails, parce qu'in fine ça va être ça. S'il ne met dans le référendum que ce qui concerne limitation du nombre de mandats, limitation du nombre de parlementaires, pourquoi faire à mon avis, c'est du pour ça. Parce que ça n'a pas de sens. Non, mais ça n'a pas de sens. Enfin, c'est trop étroit. Mais la limitation du nombre de mandats, apparemment, il y tient absolument. Et Larcher n'en veut aucun. Je sais bien, c'est le seul moyen. Mais là, je pense qu'il a quand même. C'est un risque pour très peu, en fait. Oui, mais s'il n'y a que ça dans le référendum, je vois mal les Français dire non, on tient absolument à ce que les parlementaires fassent 3, bien sûr, 5, mais le risque qu'ils répondent aux C'est un risque pour très peu, moi je suis d'accord, mais on ne voit pas Macron céder devant Larcher sur ce sujet-là. Moi je ne le vois pas. Non. Gérard Larcher qui joue un jeu parfois qu'on a du mal à décrypter. Il défend une conception assez traditionnelle du rôle du parlementaire face à l'exécutif et du lien direct entre les parlementaires et les Français. Et il dit, si les gens sont contents de leur maire, de leurs députés, de leurs sénateurs, mais pourquoi ils n'auraient pas le droit de le réélire indéfiniment ? On dit, Juppé a fait du formidable boulot à Bordeaux. Il a été élu combien de fois à Bordeaux ? 4, 5 fois ? Bon, si on l'avait arrêté à 3 fois, est-ce qu'il aurait arrêté le boulot ? C'est une conception qui se défend. Oui, mais en plus, le Sénat, c'est quand même vraiment l'Assemblée des territoires. C'est l'Assemblée où la France, qui n'est pas représentée dans ce qu'on disait tout à l'heure, les inclus contre les exclus, peut trouver là une voie. Il est évident que Larcher se sent tout à fait investi du rôle, de la nécessité de faire vivre ce peuple de France qui se sent parfois un tout petit peu abandonné. On parlait des retraités, on peut parler des gens qui en région se sentent un peu mal aimés de ce nouveau pouvoir qui a plutôt tendance à privilégier ceux qui sont devant et pas ceux qui sont derrière. Sur le Figaro.fr, Isométrique toujours nous dit l'utilisation d'un référendum, pourquoi pas ? Je n'y vois pas d'excès de démocratie. Alex, quant à lui, Macron... Les Français sont toujours pour qu'on les consulte. C'est normal, on doit dire, est-ce que tu veux donner ton avis ? Oui. Alex, qui nous dit Macron ne risque-t-il pas gros par l'usage d'un référendum ? C'est ce qu'on a évoqué. Il y a le risque pour le président que le peuple exprime un mécontentement qui n'aurait rien à voir avec sa réforme. Et Gepetto,
Le référendum fait peur, car comme en 2005, le peuple ne répond pas à la question posée 2005 avec le référendum. Il avait répondu, mais on n'avait pas tenu trop compte de la réponse. C'est un mauvais exemple, parce que là, je crois qu'il a répondu très clairement à la question posée. C'est un peu le contraire. C'est en 69 qu'il n'avait pas répondu. Justement, là, ça reproduit le schéma de 69 avec l'Élysée contre le Sénat. Et une question institutionnelle pas passionnante. Sur les institutions. Qui s'est transformé en plébiscite. Une mini-question sur un sujet qui occupe depuis ce matin ou hier pas mal les internautes. C'est cette nomination du nouveau patron de la chaîne parlementaire, Bertrand Delay, qui a été désigné. Alors c'est dans la veine un petit peu justement présidentialisation, mesures plus ou moins autoritaires. Vous avez un avis sur la question, Bertrand Delay, qui avait fait, alors pour préciser les choses, qui avait fait ce documentaire sur Emmanuel Macron en marche vers l'Élysée au moment de la campagne. Moi, ce que ça m'inspire, bon, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de réactions. Oui, j'ai vu ça. Tout le monde s'est exprimé. Clémentine Autain dit que c'est un retour vers l'ORTF, on va le voir. Le plus, est-ce que c'est l'ORTF ? Non. Moi, je pense qu'il faut faire attention pour un président de la République. C'est toujours un peu un sujet. Et Emmanuel Macron va y être confronté. On peut avoir à l'occasion de ça nous donne l'occasion d'en parler à l'occasion de cette nomination. Les phénomènes de cours, c'est-à-dire de ne pas nommer, de finir par ne pas nommer à des postes. Celui-là, il y en a d'autres. Des gens finalement à partir d'une compétence, d'un apport politique, etc., mais pour récompenser, pour faire plaisir, avec des gens qui sont dans l'entourage. Voilà. On avait vu le soir du premier tour, vous vous rappelez de la présidentielle, la fameuse rotonde avec un certain nombre de gens. On se souvient du journaliste Bruno Roger-Petit qui a ensuite été nommé à l'Élysée. Bon, il y a là, il y a des courtisans, comme dans tout régime. Il faut que le monarque républicain, puisqu'on en parlait à l'instant, fasse attention à ce phénomène de cours. Je crois que là, c'est quelque chose que les Français n'aiment pas. Il faut faire très attention. Non, moi c'est faux. Moi je connais un peu Bertrand Delay, même plutôt pas mal. Oui, c'est un bon professionnel, vous voulez dire. C'est pas un bon professionnel, c'est un excellent professionnel. Oui, d'accord, ça c'est possible. Il est d'une compétence. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et par ailleurs, il n'a pas été nommé par le président de la République. Non, par le bureau de l'Assemblée nationale. Il a été nommé par le bureau de l'Assemblée nationale. Il y avait plusieurs candidats et au bout du compte, c'est lui qui l'a emporté. Bon. C'est un proche du président de la République, c'est tout. Il se trouve qu'il n'est pas du président de la République. Et honnêtement, que ce soit un proche du président de la République qui soit nommé alors que l'Assemblée nationale est largement et majoritairement... Oui, c'est pas étonnant. Pour le président de la République. Attention au phénomène de cours, c'est tout. Enfin, je veux dire que je ne vois pas le problème. Que le patron de la chaîne de l'Assemblée nommé par l'Assemblée soit de la couleur de la majorité de l'Assemblée, c'est pas choquant. C'est pas nouveau, c'est pas anormal. Là où juste il faut faire attention, c'est pas de donner des leçons avant. C'est pas de dire nous on va rompre avec ça, on va changer de monde, on fera plus comme avant, etc. Bon après on nomme quelqu'un de plutôt proche que plutôt quelqu'un que Sylvain, un mot là-dessus et puis après il faut pas très nouveau. Et le mode de nomination n'est pas scandaleux. Et le professionnel est parfaitement respectable. Il peut y avoir des interférences politiques. La particularité de Bertrand Delay, c'est qu'il ne s'est pas caché d'être proche de Macron. Il a consacré ce documentaire. Il lui a même donné quelques conseils dans la campagne. Il s'en est ouvert. Il tenait ce blog. Donc voilà, il a agi ouvertement. Parfois, il y a des nominations qui peuvent ressortir de la même logique politique et qui sont moins transparentes au sens où on voit moins apparaître le lien. Là, le lien est visible. Voilà. C'est le mérite de la franchise. Alors, un tout autre sujet qu'on va traiter un peu rapidement, mais on va quand même le traiter, c'est celui donc de cette pétition qui réclame des mesures contre l'islamisme. Elle a déjà donc réuni quelques 850 000 signatures en Europe. Et si le million est atteint, la Commission européenne devra légiférer. Ça s'appelle une initiative citoyenne européenne. Comme on va le voir, ça a fait l'objet d'un article hier dans le Figaro de Jean Kikizela. Parmi les thèmes de cette pétition, elle dit « Il n'est pas normal qu'en Europe, les défenseurs des libertés fondamentales soient placés sous protection, alors que ceux qui les insultent et les menacent vivent tranquillement. » Autre propos, les fanatiques islamiques qui tiennent l'Europe en otage et sont financés par des États en dehors de l'Europe, la pétition veut lutter contre ces fanatiques. Laurent Bouvet, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire d'abord une sympathie par rapport à la démarche. Je pense que c'est... C'est quoi ? C'est courageux ? Alors c'est courageux, ça c'est courageux, et je peux vous dire que les gens qui défendent ce genre de position dans le débat public sont suffisamment insultés, voire menacés pour que ce soit souligné. Et puis surtout c'est intéressant parce que ça vient par l'Europe. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que
on est dans un espace européen avec un espace politique bizarre, pas très facilement identifié, déficit démocratique, tout ce qu'on sait, en difficulté aujourd'hui, institutionnelle, par rapport à ses politiques publiques, là, les frontières, l'immigration, les questions de l'euro, etc. Et là, on a l'utilisation d'un outil politique. Qui a été utilisé pour le glyphosate. Exactement, qui est un bon outil de participation, de démocratie participative, comme on dit, qui peut, sur un sujet qui d'habitude est quand même laissé en dehors du champ de la démocratie participative, on n'est pas justement sur l'environnement, sur les questions de régulation de ce type, qui peut donner un résultat intéressant par rapport à la grande question qui se pose à chaque élection aujourd'hui, on l'a vu encore récemment en Italie, par rapport effectivement aux défis dans l'espace public, en politique, par rapport aux États, notamment de ce radicalisme, de cet islamisme. Et ça c'est une démarche extrêmement intéressante. Parce qu'on a très peu de temps pour terminer. Je voudrais voir, c'est pas un peu dangereux de vouloir définir les extrémismes, de donner des critères très ça le serait si ça avait une portée juridique. Ça n'en a pas. C'est un instrument de pression démocratique. Donc, bien sûr, si les gens commençaient à dire, voilà, qu'on a le droit de dire, pas le droit de dire, où commence l'extrémisme, où s'arrête-t-il. Là, c'est le débat. Mais là, on a tellement parlé de l'Europe sans les peuples. Et c'est vrai que l'Europe s'est tellement construite sans les peuples que quand pour une fois. Donc vous saluez plutôt ce genre de. Je crois assez peu à sa valeur opérationnelle. D'ailleurs, sur le glyphosate, ça n'a pas tellement abouti. Mais le fait que, à l'intérieur des institutions européennes. Les citoyens se saisissent d'une question. Surtout du réel, pas d'un truc inventé par les médias, pas d'un truc pour faire plaisir, et pas un truc irénique, des choses dont l'Europe déteste parler. Tout à coup, les gens prennent la parole et disent ça nous plaît plus. Il vaut mieux qu'ils l'expriment comme ça, plutôt qu'à chaque fois qu'ils peuvent dire non à l'Europe et à toutes les élections. Xavier Couture, Sylvain Courage, vous avez 20 secondes chacun. Sur le fanatisme, c'est vraiment la lutte contre le fanatisme, c'est l'Europe des Lumières, donc c'est une valeur européenne. Et il parle de fanatisme, donc il lutte contre tous les extrémismes, pas seulement l'islamisme. Oui, pas seulement donc c'est une vraie insurrection européenne contre le fanatisme. Ça, c'est le cœur de. C'est une double mixité, c'est la mixité des peuples qui peuvent s'exprimer au sein de l'Europe, c'est la mixité des populations qui sont derrière cette pétition et qui brassent l'ensemble des acteurs. Oui, notamment des musulmans. Et notamment des musulmans. Donc je pense que de ce point de vue-là, cette initiative est extrêmement vertueuse. Elle est soutenue d'ailleurs par, et ça faisait l'objet d'une interview dans le Figaro hier, de cette femme qui est imam en Allemagne, qui s'appelle Seren Ates, et qui dit en gros, au nom d'une prétendue tolérance, on a fermé les yeux sur les dérives de l'islamisme et on a fait preuve d'une certaine naïveté. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre. Je donne juste la réflexion de Marie sur le sujet. C'est une belle initiative qui devrait être déclinée sur bien d'autres sujets en Europe, comme le protectionnisme ou le glyphosate. Le glyphosate, ça a été déjà le cas. Merci beaucoup. Rendez-vous demain pour un nouveau point de vue qui sera présenté, je crois, par Guillaume Roquette. Il sera de retour.